Hello à tous, me revoilà pour un deuxième essai, vu qu'on a eu un petit problème de mise à jour il y a 5 minutes, pour un nouvel épisode de Chaud Bouillant avec Stéphane du Filtre. Le Filtre, c'est une super initiative, en fait, salut Dayo. C'est un projet en fait, où il y a pas mal d'interviews de gens qui font le café de spécialité. Je vois que Stéphane nous rejoint, ça a aussi le mérite d'être en français, donc ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus de littérature sur le sujet en français et je vois surtout la demande de Stéphane et donc qui va se connecter. Euh, alors, si ce n'est pas le cas, je vais essayer de réchauffer. Ah voilà, on y est. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Oui, super. Je suis très content d'être là. Bah écoute, je suis enchanté de te rencontrer digitalement puisqu'on se connaît pas. C'est Voilà, vrai. la première fois qu'on se rencontre, donc voilà, cool. Alors, Stéphane, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et qui nous regardent ou nous regarderont un peu plus tard? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Stéphane, je suis originaire de Lille et il y a un an, en fait, passionné par le café de spécialité, j'ai décidé de créer d'abord une newsletter, en fait, qui s'appelle Le Filtre. Et puis plus tard, grâce quelque part au Covid et au temps libre que j'avais en chômage, j'ai créé le site lefiltre.fr sur lequel je publie en fait des interviews d'acteurs du café de spécialité, qu'ils soient baristas, producteurs ou torréfacteurs. Et donc voilà, des interviews sur lesquelles on aborde un peu leur vision du café de spécialité, leur métier, et puis ensuite je les partage sur Instagram, sur le site et en newsletter aussi. Yes, super, super chouette initiative. Ça fait toujours plaisir aussi de voir du contenu en français parce qu'il y a beaucoup de contenu en anglais, ce qui est normal. On vit dans une société globalisée, mais du coup, c'est chouette de voir des initiatives aussi, voilà, en francophone. Euh, et toi, tu travailles dans le café sur le côté ou c'est vraiment une passion additionnelle à une vie professionnelle qui est complètement séparée du café? C'est vraiment séparé. En fait, je travaille pas du tout dans le café. Par contre, je travaille dans l'univers des médias. Donc voilà, d'où le fait de lancer aussi un site internet d'interview. Donc ça, c'est vraiment mon domaine professionnel. Et à côté, le café, c'est vraiment une passion que j'ai depuis quelques années, 5, 6 ans maintenant. Ok, et comment, bon, c'est un peu une question qu'on retrouve souvent, mais ça m'intéresse, c'est comment est-ce que tu as découvert le café de spécialité? Est-ce que tu as, un peu baigné dedans, ou tu as des amis, ou c'est par hasard lorsque tu as goûté quelque chose? Pas du tout, c'est plutôt par hasard. En fait, j'étais avec un ami à Lille. On est allé dans un coffee shop qui s'appelle Coffee Makers, qui existe toujours aujourd'hui et dans lequel travaillait Dayo. Ouais, Euh, qui est là? et voilà, et je pense que c'est peut-être même lui qui m'a servi mon premier café de spécialité. Waouh, la classe, trop En fait, bien. j'ai été assez impressionné en fait par le fait de la préparation. C'est d'abord le visuellement en fait finalement que le café de spécialité m'a marqué et m'a intéressé. Mais voilà, mais c'était du coup plutôt par hasard. À la base, je venais plutôt manger une pâtisserie que de boire un café. Ok. Euh, Ok, et l'idée de l'interview, enfin l'interview du live d'aujourd'hui, en fait, c'est que voilà, toi, t'es pas importateur de café, Pas du tout. mais mais au travers des interviews, ben, forcément, tu as été en contact avec pas mal d'acteurs du milieu du café, et donc c'est vrai que voilà, moi j'aime bien, enfin de temps en temps, c'est un peu intéressant aussi pour moi de sortir des filières d'import pour justement avoir des avis un peu extérieurs et diversifier un petit peu aussi les sources, on va dire, mais au-delà de justement toutes les interviews que tu as pu faire, est-ce que tu en es venu à ta propre définition? C'est un peu la première question que je pose à chaque fois, mais du café de spécialité et peut-être du café de commodité, comment est-ce qu'on pourrait définir ou opposer les deux? C'est sûr que de toutes les interviews que j'ai faites, à chaque fois, j'ai une vision ou un aspect en tout cas du café qui permet peut-être pas d'avoir ma propre définition, mais d'avoir peut-être une vision un peu plus globale de ce qu'est le café de spécialité. Moi, ma définition, je dirais que d'abord, c'est la note, en fait. C'est la note des Q-graders qui définit qu'un café, voilà, a une note de 80 et plus sur 100 et un café de spécialité. Après, j'ajouterais qu'il y a aussi tout le côté communication aussi sur la traçabilité, sur le fait de savoir ce qu'on boit, qui est peut-être plus qualitatif que quantitatif par rapport à la note. Ça, pour moi, ça rentre aussi dans la définition de ce qu'est un café de spécialité. Et c'est aussi avant tout, un café de spécialité doit être spécial. Donc, c'est aussi une expérience pour moi sensorielle. En tout cas, ça doit être bon, ça doit surprendre. Et du coup, comment est-ce que tu définirais le café de commodité? Ah, ah, je sais pas comment je peux définir exactement le café de spécialité, le café de commodité, pardon.
Ça serait plutôt pour moi celui qu'on trouve voilà, dans l'industrie. On indique simplement que c'est un grand cru d'Éthiopie qui est déjà moulu depuis des mois, bon, peut-être même parfois plus longtemps encore, je ne sais pas, qui a ce goût hyper aseptisé, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'on achète. Et surtout, je pense aussi que c'est et là je parle plutôt vraiment d'un point de vue de consommateur, parce que c'est vraiment ce que je suis à la base de café de spécialité, d'avoir aussi la démarche de chercher ce qu'on boit. Et ça, je pense qu'avec le café de commodité, c'est très très compliqué de trouver ce qu'on est en train de boire, ce qu'on a dans la tasse. Ouais. Euh, et du coup, qu'est-ce qui, peut-être aussi toujours au travers de tes expériences et tes interviews, mais est-ce que toi, quelle serait ta manière de définir un grand cru, par exemple, dans le café? Ou qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait parler d'un grand cru dans le café? Euh, Ça note peut-être aussi le fait que d'une récolte à l'autre, la qualité soit toujours la même, et le fait qu'il soit vraiment d'une extrême qualité ou qu'il soit réellement surprenant. Après, un grand cru, il y a aussi ce côté, je pense, sensoriel et subjectif, en fait, qui fait que, au-delà du grand cru, peut-être que le meilleur café qu'on va boire sera pas qu'on va aimer, en tout cas, sera pas le même que celui du voisin. Donc pour moi, le grand cru, je sais pas, je connais pas exactement tous les barèmes de la SCA, mais c'est au-dessus de 90, je crois. Donc voilà, je dirais qu'il y a ce côté quantitatif qui est vraiment tranchant en fait. C'est la note des gens qui sont formés à ça, justement, à noter ces cafés. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus du type de personnes que tu as Ouais, interviewées parce que sur ton site, elles sont un peu classées par catégorie finalement. Et ouais. est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, ben en fait, j'ai divisé en trois grandes thématiques qui sont la production, la torréfaction et la préparation. Et en gros, le panel des gens que j'ai interviewé, ça va du producteur en Éthiopie où j'ai eu la chance d'aller. C'était une de mes premières interviews et Ah j'étais en Éthiopie waouh, ok. là-bas. Donc ça, c'était vraiment très très cool. Et c'était aussi un déclencheur en fait du filtre hein, d'aller là-bas et d'avoir eu envie de justement de visiter des plantations, de rencontrer des gens et de me dire mais en fait voilà, je pourrais en faire quelque chose et le partager. Donc ça va vraiment du producteur au barista super expérimenté comme Joachim Morceau de Substance Café par exemple, des torréfacteurs mais aussi un importateur, dans un importateur belge que Prima avec Thibaut qui a aussi interviewé, avec qui on a Ouais. parlé de la conservation du café justement. Donc c'est vraiment très large et l'idée c'est d'avoir à partir du moment où c'est intéressant, qu'il y a une histoire à raconter et qu'on est dans le café de spécialité, on y va en fait, on peut faire quelque chose. Mais du coup, les producteurs, c'est quand même des gens qui sont plus difficiles à approcher. Ça se fait un peu par réseau, via. OK, pour l'Éthiopie, donc tu as été sur place, tu as dû créer des connexions, mais de manière générale, est-ce que comment est-ce que tu finalement rencontres, entre guillemets, des producteurs qui amènent à une interview comment ça se passe? Ça peut se passer de différentes manières. Effectivement, en Éthiopie, en fait, c'est assez marrant parce que ce producteur, donc Neguse, qui est dans la région de Kaffa, à Bonga, on logeait vraiment pas très loin, quelques kilomètres de sa plantation, et on avait quelqu'un qui nous accompagnait, enfin en tout cas qui nous visitait. Et en fait, je lui avais dit que je voulais aller voir une plantation et si possible, si on pouvait rencontrer ce monsieur, ce serait vraiment génial. Donc on a voulu le rencontrer par son biais, sauf qu'il répondait absolument jamais au téléphone. Et le matin, en fait, au petit déjeuner, on a rencontré Delphine de Belco, qui nous a demandé bah, ce qu'on faisait là, en fait, concrètement, parce qu'elle nous entendait parler français, elle nous demandait ce qu'on faisait là. Donc, on lui explique que bah voilà, on est en voyage, j'étais avec ma copine, et qu'on a envie d'aller rencontrer un producteur, voilà, qui s'appelle Négusset. Elle me dit bah ça tombe bien, moi j'y vais, donc bah, en gros venez avec nous. Donc voilà, donc ça c'est totalement c'est vraiment du total hasard. Et après très simplement bah, via Instagram, via un email, via des contacts aussi que quand j'interviewe quelqu'un, ben s'il me parle de quelqu'un d'autre, je vais peut-être chercher à avoir son contact et puis voir s'il y a quelque chose d'intéressant, une interview intéressante à faire. C'est Cool, plutôt au hasard. waouh, ok. Je t'enverrai un petit message sur le côté parce que j'essaye de préparer un trip en Éthiopie fin de Ouais, l'année et ce sera la première fois pour moi. Donc, tu auras peut-être justement des avec bonnes plaisir. adresses à partager. Mais donc, au-delà de ça, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu des expériences, soit au travers des interviews, soit au travers de dialogues que tu as eu Mhm. aux origines sur
voilà, les producteurs, productrices, producteurs de café que tu as pu rencontrer ou être en relation et qu'est-ce qu'ils ont pu t'expliquer finalement sur le parcours de leur café, sachant que ils cultivent pas tous du specialty à 100%. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des interviews, c'est qu'en fait, personne ne peut faire que du specialty. Enfin, ça paraît assez logique, hein, en fait, puisqu'il y a déjà tout le tri où tout ce qui est de côté n'est pas jeté, mais va être vendu, puisque c'est ça la magie du café, c'est qu'on ne jette rien. Mais donc, est-ce que tu as eu, part comme ça, des différentes expériences, par exemple pour une productrice ou un producteur, sur le voyage de son café, autant dans le specialty que ce qui se passe sur le côté? Comment est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils vendent sur le marché local? Est-ce qu'ils sont en contact avec un exportateur? Est-ce qu'ils développent des réseaux directs avec des torréfacteurs? Est-ce que c'est facile, compliqué? Voilà, peut-être partage-nous quelques expériences qui t'ont marqué. Ouais, bien sûr. Bah, je pense que de ce que j'ai remarqué, en tout cas au travers de mes interviews, et ce que recherchent beaucoup de producteurs, c'est des vrais partenaires en fait sur le long terme, des gens avec qui ils savent qu'ils vont pouvoir commercer leur café plutôt sur le long terme. Après, évidemment, beaucoup passent pas forcément en direct, mais il y a aussi le travail des importateurs qui est énorme et qui est très important pour eux aussi. Après, qu'est-ce que les producteurs m'expliquent? Ils m'expliquent beaucoup, on parle beaucoup de leur travail en fait et d'essayer de capter quelque part ce que c'est un peu la réalité d'une plantation parce que mais je pense que même si voilà on a toutes les informations sur les étiquettes sur les paquets de café, la réalité vraiment d'une plantation elle reste assez abstraite quand on a simplement un paquet de café dans les mains et c'est très compliqué à s'imaginer le travail qui est justement de gérer une plantation. Donc, je pense que c'est beaucoup ça qui ressort des interviews, en tout cas avec la producteur, c'est le travail dans leur plantation, l'amour et le cœur qu'ils mettent à faire leur café et la fierté qu'ils ont à justement pouvoir le partager et bien le vendre. Ouais. Et du coup, t'as eu, on t'a partagé des expériences un peu concrètes sur la manière de vendre le café, très concrètement, ou ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui est pas, auquel t'as pas eu accès? Même en Euh, je- Éthiopie, par exemple, ou, enfin, ouais. bon, là, il y a Belco, donc j'imagine que ce producteur, enfin, mais est-ce que tu as eu des expériences très concrètes où on t'a dit, voilà, moi, quand je fais ça, il se passe ça, et quand je fais ça, il se passe ça, Non, pas spécialement, en tout cas pas que j'ai en tête. C'est pas forcément des sujets qu'on aborde, qu'on a forcément abordé. Donc concrète, dans la réalité concrète, si tu veux, de comment ils vendent, j'ai pas d'exemple super précis à te donner d'expérience de producteur là-dessus. Après, j'ai eu des anecdotes. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que par exemple justement ce producteur en Éthiopie, il était ultra fier que son café soit vendu, enfin soit servi, pardon, dans un des meilleurs restos pardon du monde, qui est le Noma au Danemark. Voilà, et il explique simplement que, bah, en fait, le chef, donc, qui est René Redzepi, était venu dans sa plantation avec Tim Wendelbo, si je me souviens bien de l'histoire, avait dormi dans sa plantation et ils avaient noué, pardon, voilà, un partenariat en tout cas. Voilà, donc ça, c'est des expériences concrètes. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains aussi dans moi, ce que j'ai vu en tout cas, ou de ce que j'ai pu entendre de mes interviews. et quand tu parles de que c'est important pour les producteurs de nouer une relation à long terme, bon, je te pose des questions sur lesquelles je connais un peu les réponses, mais c'est toujours intéressant de les poser. C'est pourquoi c'est important de développer une relation sur le long terme, par exemple. Pourquoi, je sais pas, si moi demain je torréfie et que je fais du commerce direct parce que j'en ai l'opportunité, pourquoi je pourrais pas aussi changer d'année en année pour justement diversifier un peu mes sources? Pourquoi les producteurs ils veulent des relations sur le long terme? Bah, pour eux, c'est des garanties de revenus aussi. C'est une garantie de vendre leur café, de progresser aussi, ou en tout cas ouais, de s'améliorer, d'avoir une relation vraiment durable aussi avec le torréfacteur ou l'importateur avec qui ils traitent. C'est ce qu'explique très bien Christophe Servel de Terre de Café dans son interview, où justement il explique que à nouer des partenariats durables, lui il fait progresser sa torréfaction et la plantation et le producteur progressent également en même temps que lui et du coup ça c'est un cercle vertueux en fait. Hmm. Et c'est une tendance que quand on parle de commerce direct, bah, je focalise pas sur le commerce Mhm. direct, hein, parce que clairement le métier d'importateur, on voit bien qu'il évolue en métier de connecteur et plus du tout de mur d'opacité, on va dire. Mais est-ce que toi, au travers des torréfactrices, torréfacteurs que tu as interviewés, tu sens qu'il y a quand même une volonté vraiment d'aller vers le commerce direct, ou que finalement maintenant les importateurs sont assez reconnus dans ce qu'ils font comme étant importants? Finalement, est-ce que le commerce direct reste une sorte de valeur ajoutée pour les torréfacteurs ou pas spécialement dans ce que toi tu as pu voir?
Je sais pas si c'est vraiment une valeur ajoutée. Je pense que ça dépend du type de torréfacteur. Tu as le torréfacteur qui va voyager, qui va vouloir aller aux origines, l'autre qui le fait moins. Je pense qu'il y a un gros intérêt de l'importateur quand même, ce qui est la logistique en fait et l'acheminement du café jusqu'en Europe. Donc, est-ce que c'est une tendance ou pas? Je sais pas. En fait, j'ai plus l'impression qu'il y a, en fonction des relations, de comment ça se fait. Après, je sais, tu vois, pour revenir à cette interview de Christophe Servel de Terre de Café, qui m'expliquait que parfois, lui avait pu découvrir des cafés, mais après, ben, finalement, passer par Belco, parce que d'un point de vue logistique, c'était beaucoup plus simple et c'était beaucoup plus simple pour lui, en fait, pour d'avoir le café. Ça veut dire que c'est pas du commerce direct? C'est peut-être du semi-direct, je sais pas. Non, mais c'est vrai, tout le monde n'est même pas d'accord sur ces définitions. C'est ça qui est très compliqué Ouais. finalement avec le café aussi, hein. C'est qu'on parle de commerce direct, de filière courte, alors pour des gens, enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'est par exemple pour toi une filière courte? Pour moi, une filière courte, c'est quand tu as le moins d'intermédiaires possible. Après, plutôt qu'une filière courte, je dirais, est-ce que c'est une filière qui est, ce qui m'intéresse, en tout cas, moi, quand je vais boire un café, je vais m'y intéresser pour éventuellement faire une interview. C'est peut-être quelle est plutôt que la filière, est-ce qu'elle est courte ou est-ce qu'elle est longue, c'est est-ce que tous les acteurs de cette filière prennent une responsabilité par rapport à ce café, en fait. Ça, je trouve ça plus intéressant. Après, tu peux avoir un torréfacteur qui a peut-être, je sais pas, peut-être que financièrement, c'est beaucoup plus intéressant pour lui de passer par un importateur, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est est-ce que tous les acteurs de cette filière, du producteur jusqu'au torréfacteur, sont responsables ou sont durables, ou prennent une responsabilité par rapport au café. Hmm. Ok, et en parlant de durabilité justement, parce que c'est un sujet, je ne sais pas si tu as pu écouter le nouveau podcast de Caffeine Magazine, produit Non, par le gars qui fait Filter Story. Tu parles l'anglais? je parle anglais, ouais. Ben, c'est un podcast qui est très très intéressant, je le recommande Ouais. vivement, produit par James Harper James qui était Harper, aussi ouais. dans un show bouillant, voilà, qui Filter Stories, qui a produit aussi les podcasts de la SCA, je fais un petit peu sa promo, et un nouveau podcast aussi sur l'histoire du Ouais. café que j'ai pas encore écouté. Mais je dois avouer que le podcast de Caffeine Magazine, là, les trois premiers épisodes, ils ont vraiment frappé très fort parce que c'est des épisodes courts sur lesquels ils parlent de sujets très sensibles, de manière très fouillée et en même temps rapide. Enfin, c'est assez efficace en termes de format. Mais donc, il y en a un sur la durabilité et moi, il y a une question que je me pose et je ne sais pas si tu as eu, même chose, si tu as eu accès à ce genre d'informations, mais on parle parfois de waste management sur les plantations. Donc, parfois, je ne trouve pas le mot en français, mais donc de gestion des déchets. Hmm. Et je pense que ça peut aussi inclure, par exemple, le recyclage de l'eau. Quand on fait des cafés lavés, qui reste quand même un problème, etc. Est-ce que toi, c'est des choses dont tu as parlé, dont certaines personnes qui produisent du café t'ont parlé, ou c'est quand même finalement quelque chose dont on parle assez peu au bout du compte? Alors, on n'a pas parlé directement, mais déjà, je suis très content que tu parles de James Harper, parce que pour moi, c'est quand on parle justement de voilà de faire des interviews et d'amener à faire découvrir ceux qui font de spécialité. Pour moi, c'est le boss. Donc, je suis très content qu'on en parle. C'est vraiment non, mais c'est vraiment balèze ce qu'il fait. Je trouve ça très fort. C'est génial. Après, sur ce côté de waste management, ce dont moi j'ai entendu parler, c'est plutôt d'avoir, si tu veux, une vie tout autour des caféiers par les arbres fruitiers, etc., et de recycler ce que vont faire ces arbres pour justement faire, par exemple, de l'engrais. Par contre, sur le recyclage de l'eau, c'est intéressant aussi. J'essaie de rentrer en contact avec une ferme qui s'appelle la Palma y El Toucan en Colombie et qui apparemment, eux, justement, réutilisent leur eau pour leur process fermentation lactique. Et je suis en train d'essayer de les contacter justement pour avoir une interview autour de ce process et justement de parler de ces choses-là. Et ça, tu vois, par exemple, typiquement, c'est quelque chose dont m'a parlé Daniel Orbat, dont j'ai fait l'interview dernièrement. Ouais, la dernière. Voilà comment je peux aussi construire, tu vois, des prochains sujets pour le FIC. Ouais, ouais, mais c'est un sujet qui est pas évident parce qu'en fait, j'entendais que voilà, quand on achète du café de spécialité, il y a une meilleure rémunération pour les producteurs et donc forcément, ceux-ci peuvent réinvestir d'eux-mêmes dans dans plein de domaines, dont effectivement le fait de prendre soin finalement de leur plantation et de l'environnement attenant pour plus de durabilité et de longévité de leur propre carrière, j'ai envie de dire à la fin. Mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, c'est hyper compliqué déjà avec tous les labels qui existent et de savoir finalement quel label fait quoi.
et comment pouvoir remonter. Parce que même chose dans cet épisode de Caféine Magazine, c'est très intéressant parce qu'un des labels qui était visé, c'était le Rainforest Alliance. Et une fois de plus, c'est un label qui rajoute un premium de 14 centimes de dollars au-dessus du cours de la bourse, peu importe l'échelonnage d'effort qui est fait dans la charte de valeur de Rainforest Alliance. Donc, on peut avoir quelqu'un qui fait, je raconte n'importe quoi, mais sur une échelle de 10 valeurs à respecter, il peut en faire 2, il aura le label au même titre que la personne qui va en faire 10. Donc, c'est quand même assez finalement inégalitaire dans la manière de labelliser. Euh, mais donc, ça veut dire que finalement, c'est très compliqué comme consommateur final d'avoir accès à différents éléments jusqu'au bout des choses. Est-ce que toi, tu as un conseil par rapport à ça? Parce que moi, je vois beaucoup de greenwashing dans le café de spécialité et dans le café de commodité, évidemment. Et c'est vrai qu'à la fin, on est toujours un petit peu à se dire, bon, je vais faire confiance, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Ça, c'est une vraie question de fond, quoi. C'est une vraie question. Je pense que la confiance, elle est essentielle quand on commence. Si tu commences à t'intéresser au torréfacteur, de voir peut-être comment il communique, comment il a l'habitude de communiquer. Est-ce que, voilà, c'est des choses qui peuvent donner confiance. Après, c'est sûr qu'il y a des choses concrètement. T'es pas avec le producteur dans la plantation, tu peux pas savoir ce qui s'y passe. T'as beau savoir à quelle altitude ça a été cultivé, quelle variété. Et c'est intéressant d'ailleurs même la variété parce que j'avais fait une interview d'un chercheur qui s'appelle Benoît Bertrand sur qui essaie de développer des nouvelles variétés de café pour s'adapter justement au changement climatique. Et c'était super intéressant. Il m'expliquait que ça lui arrivait parfois qu'on lui dise voilà, tel café c'est du Bourbon. Lui, il fait un test avec des marqueurs génétiques très scientifiques et il se rend compte que non, c'est pas du tout du Bourbon en fait. Donc voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Et moi, en tant que consommateur, il y a plein de choses que j'ignore. Et du coup, comme un consommateur, comme n'importe qui, je fais confiance en me renseignant, en regardant, voilà, qui est le torréfacteur, quel est son passif aussi dans le café de spécialité. Par exemple, ça peut être déjà des indicateurs. Après, savoir exactement. Moi, quand on m'a dit ça, en fait, je me suis dit, mais c'est impossible, en fait, de savoir, d'être certain de ce qui se passe. Après, je pense que ni le producteur, ni le torréfacteur n'a intérêt à mentir sur ce sujet-là. Il n'y a aucun intérêt pour moi. Non, 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 c'est pas une question de mentir, hein, mais c'est parfois une question de ne pas savoir jusqu'où on peut remonter certaines informations. Parce que Ouais, d'après ce que j'entends aussi, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais c'est même très compliqué de connaître la rémunération d'un producteur, même au travers d'un label ou sans label, même en specialty, puisque des coopératives peuvent être très grandes, très petites, et que en fait, on contrôle pas les cueilleurs ou les producteurs exactement ce qu'ils ouais, bien vont sûr. toucher. Ouais, bien sûr. Toi, c'est quelque chose auquel que tu as vu ou qu'on t'a partagé aussi, ou tu as quand même eu l'occasion d'interviewer des gens qui étaient plutôt des petites structures. Je pense que j'ai interviewé un peu les deux. C'est pas forcément des choses, voilà, dont on m'a parlé sur la rémunération stricte. T'as des torréfacteurs qui sont transparents, en fait, sur le prix qu'ils achètent le kilo. Après, c'est pareil, si tu vas encore plus loin, tu sais pas, sur ce prix du kilo, comment il est découpé, effectivement, entre la personne qui va cueillir, de celle, je sais pas, qui va amener le café jusqu'à la station de lavage. Je pense que ça c'est vraiment, ça me semble, en tout cas d'un point de vue consommateur, c'est vraiment très opaque. C'est très opaque pour moi. Après, c'est des sujets intéressants. Moi, je rêverais d'interviewer un cueilleur qui me raconte vraiment ce que c'est que de cueillir du café, ce que ça signifie pour lui. Ça serait vraiment super intéressant, ça par contre. Et tu as déjà un peu exploré les technologies blockchain liées justement au fait de remonter l'information comme iFinca, ou il y a deux autres projets aussi. Il y en a un d'ailleurs qui a été mis sur pied par Sukafina Specialty. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as déjà, ou comme The Pledge aussi, qui est un site Non, finalement pas à du tout. publier les chiffres? Pas du tout. Ok. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, tu utilises The Pledge et The Pledge et alors iFinca qui sponsorise d'ailleurs le podcast de Café ok. Magazine. Donc ils en parlent pas mal et c'est une manière au travers de la technologie blockchain, de pouvoir remonter l'information le plus possible en fait de manière finalement non altérable, le plus loin possible dans la chaîne, parfois jusqu'au producteur. Moi j'ai pas eu l'occasion d'encore ouvrir l'app iFinca, mais je serais très curieux de voir effectivement comment ça fonctionne puisqu'on parle de plus en plus de l'usage de la technologie blockchain pour valider des informations au moment où il y a des échanges tout au long de la chaîne, pour pouvoir remonter la traçabilité et l'argent, en fait, qui est un peu le nerf de la guerre à un moment donné, hein, Ouais. effectivement. Oui, tout le monde doit bien Euh, gagner sa vie. Ok, non, c'est intéressant. J'irai voir ce que c'est que The Pledge. Alors, enfin, j'irai fouiller un petit peu. et dans les expériences que tu as eues, c'est quoi un peu les challenges
qu'une jeune productrice ou un jeune producteur de café doit faire face aujourd'hui? Tu dirais, est-ce que tu as pu un peu voir ça? Quels sont les gros challenges auxquels il faut faire face si on veut commencer à cultiver? Oh, je pense qu'il y a le climat. Après, c'est aussi intéressant cette notion du climat. Il y a certains producteurs qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas encore très impactés. Voilà, par exemple, quand j'avais fait l'interview de la coopérative Bourbon Pointu à La Réunion, en fait, ils me disaient qu'eux n'étaient pas encore trop impactés par ça. Après, c'est des choses justement dont on avait parlé avec ce chercheur qui est Benoît Bertrand, où lui, il disait qu'en fait, un des challenges, c'est que aujourd'hui, tu as deux solutions. C'est soit en tant que producteur, soit tu changes ta manière de produire et tes variétés de café et tu restes là où tu es. Ou sinon, étant donné que tout se réchauffe, et ben, tu dois monter en altitude et du coup déplacer tes plantations. Donc ça me paraît être un des gros challenges. Après, celui de la rémunération, je pense qu'il est aussi très très important aujourd'hui. Et après, d'un point de vue peut-être plutôt amateur et consommateur de café de spécialité, j'ai l'impression qu'un des gros challenges aujourd'hui pour une plantation, c'est d'avoir une fermentation d'avoir un process pardon qui va justement faire sortir ton café du lot et d'avoir quelque chose qui existe plus qu'un autre café. C'est un peu Mhm. l'impression que j'ai, en tout cas, tu vois, de Ouais, mes... d'avoir ton empreinte, ta propre empreinte Ouais, finalement au niveau du goût. ouais, Par contre, tu parles d'une interview d'un producteur de Bourbon Pointu ouais. que je n'ai pas lu et du coup, je suis très curieux parce que sans parler particulièrement de ce producteur que je ne connais pas, hein, mais pour moi, quand on parle de Grand Cru et qu'on parle de Bourbon Pointu, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu désuet comme notion, c'est-à-dire que c'est le Bourbon Pointu coûte très 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 horriblement cher, autant que le Copiloac. Et sont finalement, me paraissent être des cafés qui sont pas toujours à la hauteur du prix. Tellement les prix sont délirants. C'est quoi ton avis sur la question Sur la question des variétés qui sont super connues bah, et de ce vraiment qu'on du l'achète. Bourbon Pointu en particulier. Un peu comme, euh, ouais, après, bah, ça dépend. En fait, pour moi, il y a quelque chose qui est assez essentiel, c'est que t'as beau avoir une super variété de café, si elle est mal torréfiée à l'arrivée, s'il y a un élément de toute la chaîne qui a merdé, bah, c'est compliqué d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Un café, Hmm. c'est quelque chose qui est pour moi et de ce qu'on m'a raconté tellement fragile qu'en fait si tu loupes une des étapes en fait de ton acheminement de café jusqu'à la torréfaction, tu peux avoir un très bon café, tu peux avoir un très très mauvais geisha par exemple et ça c'est oui effectivement bah c'est voilà la variété ne fait pas tout et justement il faut que toutes les étapes pour moi soient respectées. Mais t'as déjà goûté un... Bon, je reste dessus, mais t'as Et déjà surtout goûté un vraiment pas Bourbon tout. Pointu? Mais non, mais en fait, pour être honnête, je n'ai jamais goûté de Bourbon Pointu parce qu'en Belgique, les torréfactions qui proposent du Bourbon Pointu sont souvent des torréfactions old school, on va le dire comme ça. Donc, ma définition, c'est qu'ils vont plutôt rendre le café poreux au lieu de sublimer le terroir. Donc, quand tu dis que toutes les étapes de la chaîne sont importantes, c'est clair que la torréfaction, pour moi, elle a un rôle de sublimateur depuis le café de spécialité, alors qu'avant, c'est plutôt le fait de rendre le café poreux pour pouvoir le faire. Et j'ai jamais eu l'occasion de voir un torréfacteur de spécialité vendre du Bourbon Pointu. Ouais. Donc, je suis très curieux parce que moi, je l'associe un petit peu effectivement à des cafés old school. Donc, est-ce que toi, tu as eu déjà l'occasion d'en goûter du coup? Non, justement, là, j'en ai pas goûté. Moi, ce qui m'intéressait avec lui, c'était que c'était à La Réunion et qu'en fait, je trouvais ça assez intéressant de se dire qu'en fait, bah, il y avait du café en France quelque part. Et du coup, ce qui m'intéressait et ce qui était très intéressant de parler avec cette personne, c'était justement toute l'histoire du café du Bourbon Pointu à La Réunion, avec justement bah, ancienne colonie française. Et ça, c'est plus ça qui m'intéressait, si tu veux, avec ce producteur. Ok, et je vois que Dayo nous fait une petite remarque. Si, sous le nom de Lorina, chez Datera notamment. Donc, c'est du Bourbon Pointu, c'est ça, Dayo? On va te la petite réponse en direct. Voilà, le vrai expert à parler. Mais là, j'ai aussi. Alors, il a gagné le championnat du monde de Brewers Cup, Thomas. Ok. Bon, ben, tout ça, il faut que je me mette à jour, hein. J'avoue, ok, je prends des notes. Ok, intéressant. Et
toi, Stéphane, c'est quoi un peu ton avis justement sur les labels en général, toujours par rapport à tes expériences, tes interviews, est-ce que les producteurs, productrices, producteurs avec qui tu as pu rentrer en contact font labelliser leur café? Est-ce qu'il y a un avantage pour ça? Est-ce qu'ils vont labelliser une partie de leur café et pas d'autres? Qu'est-ce que tu as à partager par rapport à ça? Moi, j'y fais pas forcément très attention pour ne rien te cacher. Je peux plus faire attention à voilà qui l'a torréfié, d'où vient ce café, qui est le producteur. Pour moi, ça vaut plus que le label. Un label, je sais pas si c'est un vrai marqueur de qualité en tout cas. Mais du point de vue des producteurs, ceux que tu as interviewés, labellisaient certains de leurs cafés malgré tout ou pas? Je ne sais pas forcément s'ils le labellisent tous en fait. Ok, Ouais. ok. Voilà. En toute Ouais, honnêteté, ouais, non, non, mais c'est toujours une question parce qu'il y a plein de labels, on sent qu'il y a quand même des choses qui évoluent, ouais. c'est pas toujours pour le mieux, mais on voit bien que le bio commence quand même à sérieusement s'étendre dans l'industrie du café de spécialité aussi, parce qu'il y a une sorte de madness autour de la labellisation bio dans le commerce en général. Euh, donc voilà, c'était une question de savoir si, s'il y a des choses. Est-ce que tu as aussi entendu parler, mais voilà, c'est peut-être pas le cas, hein, je vais un peu dans tous les sens au niveau des Mhm. questions, mais est-ce que toi tu fais une différence entre du café qui est fait de manière charité ou égalité? Est-ce que tu as vu par exemple des gens qui étaient peut-être justement au travers de certains labels où on considérait plutôt faire de la charité que du travail égalitaire avec certains producteurs? Alors, là, c'est vraiment mon avis personnel sur la question. Quand on parlait de café de spécialité, je dis il y a quelque chose qui est plutôt qualitatif, qui est quelque part la dignité. Moi, je trouve pas ça, ce côté justement charité. C'est vrai qu'il y a parfois, on peut trouver parfois un côté les petits producteurs, tu vois. Et ça, c'est pour le coup, c'est vraiment une communication qui me dérange en fait. Sur ce côté-là, on achète, on est assez sympa pour acheter du café à des petits producteurs, voilà, voilà, c'est pas forcément quelque chose, tu vois, que je trouve très intéressant. Ok, donc effectivement, oui, les producteurs ont finalement leur rapport dans la qualité de ce qu'on va déguster, nous, Ouais. au- Euh, est-ce que toi, tu as eu des expériences sur, par exemple, aussi sur enfin, je crois que j'ai un peu déjà essayé de te poser la question, mais sur les producteurs que tu as interviewés, les cafés qui sont pas cafés de spécialité, ils t'ont expliqué ce qu'ils en faisaient? Non, par contre, j'ai vu ce qui pouvait se passer en Éthiopie, en fait. C'est très simple, hein. Globalement, c'est que le meilleur part à l'export, et après, tu peux trouver des producteurs qui gardent peut-être pour eux. Moi, je l'ai vu ça dans d'autres plantations que pas celle de Négoucet, dans une autre ferme voilà, où la personne va en gros ramasser les miettes, les garder pour elle, quoi. Donc, Ah, pour leur propre consommation. exactement pour leur propre consommation. Donc ça veut dire que quoi? Parce qu'on peut tirer plus de profit finalement et de revenus, en fait, les meilleurs cafés sont destinés à l'export. Ouais, c'est ça. Ouais, tout ce qui est bon, globalement, est vendu. Ce qui est pas forcément vrai, apparemment, parce que justement, j'avais cette image-là après mon voyage en Éthiopie, et en discutant avec Daniel Orbat, lui, il me disait que justement, au Brésil, c'était un truc de fou, parce que il avait goûté des variétés dont il avait absolument jamais entendu parler, et voilà, et qu'il trouvait ça incroyable que, bah voilà, pour une fois, en fait, ce qui était bon restait là-bas. Ouais. Ouais, donc ça dépend finalement du type de pays, enfin du Ouais, pays producteur et du. Ok. Euh, au fil de tes interviews, c'est un peu une mhm. question très vague aussi, mais quels sont un peu le top 3 des choses les plus impactantes que tu as appris en termes de bonnes pratiques ou plutôt sur un point de vue philosophique que au niveau du terroir, quoi? Plutôt sur un point de vue philosophique, c'est-à-dire dans ma manière de consommer? Oui, dans ta manière de consommer, dans ta compréhension, enfin un petit peu les trois grandes choses qui t'ont marqué, ou les deux, ou les quatre, hein, mais Ouais. au travers de tes interviews, plutôt avec des producteurs, voilà, qu'est-ce que tu en retires le plus? Je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est le côté histoire du café avec les pays producteurs. De me rendre compte que tu as des pays dans lesquels c'est ancré culturellement. Je pense à l'Éthiopie où tu peux pas faire 5 mètres sans avoir la possibilité de boire un café.
d'autres pays comme le Cameroun, par exemple, où j'avais interviewé Teranoun qui lui m'expliquait toute l'histoire du café par rapport, du Cameroun avec le café, qui n'était pas du tout culturel, quoi. C'était vraiment quelque chose de colonial. Ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les interviews et que je trouve vraiment pour le coup super intéressant en fait voilà, cette histoire du café avec le pays. Après, qu'est-ce qui m'a marqué aussi, c'est le travail de fou que c'est d'avoir une plantation, quoi, tu vois, de ce que ça demande en temps, en force, en ressources humaines, en recherche aussi. C'est assez incroyable de voir ça. Je pense il y a un truc tout bête que m'avait dit quelqu'un de Belco, c'est que le café de spécialité, c'était avant tout de l'agriculture en fait. Et Mm. ça, je trouve que c'est quelque chose qui est ressorti de plusieurs interviews et qui a vraiment changé justement ma manière de voir ce que c'est que le café de spécialité en fait, où j'avais la vision de le café de spécialité, c'est un V60 et 5 versements et on fait tout un débat philosophique tout un débat technique sur la température de l'eau. Et me rendre compte qu'en fait, à la base, le café de spécialité, c'est de l'agriculture et de le vérifier à chaque interview avec un producteur, je pense que ça a été assez Ouais. marquant pour moi. Du coup, quoi, en opposition finalement au café de commodité où c'est un peu plus quelque chose qui est là, mais qui est pas vraiment autant pris en charge que le café de spécialité, qui est plus choyé dans la manière d'essayer de produire de la qualité. Ouais, C'est ça sûrement. que. Ouais. Après, moi, je te parle de ça parce que je m'intéresse plus au café de spécialité. Comment dire, voilà, c'est pas, je fais pas forcément une opposition, forcément toujours très, enfin, je veux pas forcément faire une opposition. En fait, c'est me rendre compte que quand je fais une interview d'un producteur, il me parle beaucoup d'agriculture, en fait. Ouais. Enfin, quand je dis que je fais pas d'opposition, c'est parce que je pense que mon rôle à travers le filtre, en fait, c'est pas de juger quoi que ce soit et Non. c'est vraiment d'aller, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, c'est pas, moi, je le répète, je suis pas du tout expert du café de spécialité. Moi, j'ai une démarche, justement, d'aller voir les gens, de poser des questions et comme tu es en train de faire exactement. Donc, en fait, moi, j'arrive vers quelqu'un et sans me dire, je vais faire un jugement ou je vais le mettre en opposition de quoi que ce soit. J'essaie juste de savoir quelque chose et allez, si j'ai une petite ambition, ça va être de dégager un peu d'humanité de l'interview qu'on a eue et de voir quelque chose dont j'aurais jamais eu accès si j'avais pas parlé avec cette personne pendant presque une heure. Ouais, 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 d'office. Euh, et du coup, quel conseil tu aurais un petit peu pour voilà, les gens qui connaissent peut-être un petit peu ou pas du tout le café? Voilà, quelles sont les choses que tu conseilles quand on veut acheter du café et contribuer à un monde meilleur? Comment est-ce qu'on achète du bon café? En allant chez les bons torréfacteurs, déjà, je pense que ça c'est important. En faisant Ouais, mais confiance. c'est quoi les bons torréfacteurs? Qu'est-ce que c'est Quels que les sont bons les signes? torréfacteurs? Enfin, tu vois, quels conseils tu donnerais si, tu vois, parce que moi, il y a plein de gens que je rencontre qui connaissent rien dans le café et puis qui me disent, mais, enfin, où est-ce que je trouve du bon café ou comment est-ce que j'achète, comment est-ce que je sais que j'achète du bon café? Alors, Déjà, bon, on s'entend, ça peut être bonne pratique ou bon en goût, ça c'est toujours un débat de fond. Mais voilà, comment est-ce qu'on achète du bon café? c'est compliqué, peut-être en allant juste en trouvant le torréfacteur qui est pas loin de chez toi, d'aller voir, de discuter avec lui et je sais pas, et aussi de faire confiance et de te laisser aller et pas avoir peur de se tromper. Je pense aussi. Je pense qu'on a tous, en commençant à boire du café de spécialité, je pense qu'on a tous acheté des cafés dégueulasses et voilà, et on s'est tous fait avoir et voilà. Et je pense qu'à partir du moment où tu te renseignes un petit peu sur le torréfacteur, etc. Si tu arrives à avoir des informations, si lui donne aussi des informations claires, je pense que déjà c'est un gage de confiance qui te permet de te dire bon, je pense que je vais pas acheter n'importe quoi. Hmm. Ok. Et une autre question, on parle beaucoup effectivement de critères de qualité au niveau organoleptique, si je me trompe pas, dans le café de spécialité. Mais est-ce que toi, par exemple, ça te pose problème de payer un café cher pour uniquement une bonne histoire? Non, faut qu'il soit bon. Faut que j'aime si je l'achète. Si moi j'achète un café, alors l'histoire pour moi c'est le plus, c'est ce qui va rendre le café encore plus intéressant et qui va peut-être sûrement me donner envie de le racheter. Après, quand Ouais. j'achète un café, non, faut avant tout que ça me plaise, avant tout que ce soit bon. Ok.
Ouais, ouais, donc, mais c'est des vrais débats de fond, hein, parce que j'entends aussi que, voilà, plus sur des cafés qui sont labellisés, les stratégies sont parfois différentes. C'est-à-dire qu'on va pas super cibler des micro-lots pour en faire du café de spécialité, mais plutôt acheter du volume et mélanger les cerises de toute une région, mais pour assurer vraiment une rémunération moyenne, on va dire, par rapport au specialty qui va être plutôt élevé et aux commodités qui va être plutôt basse. Mais avoir une rémunération garantie avec une histoire qui parfois est intéressante en termes de gestion de coopérative et tout, mais où la qualité est quand même un peu moins au rendez-vous. Et donc, c'est vrai que de plus en plus, au travers des débats et des questions, je me rends compte qu'il y a des gens, voilà, ça leur pose pas de problème de payer pour une bonne histoire et une qualité moyenne, on va pas dire médiocre, hein, faut quand même pas effectivement exagérer. Et c'est vrai que j'ai des importateurs qui me disent qu'ils ont l'impression que le milieu du café de spécialité est très coincé dans une sorte de ghetto du goût à tout prix, quoi, comme étant vraiment le Graal, la seule valeur en fait du café de spécialité, au-delà de l'histoire. Mais Après, est-ce qu'en cherchant bien, tu peux pas avoir les deux aussi? Tu peux avoir si, un si, café qui est excellent avec une très belle histoire. C'est aussi yes. possible. Mais ça demande aussi d'avoir la démarche de s'y intéresser. Moi, je comprends aussi que tu beaucoup de personnes qui veulent juste un café qu'ils trouvent bon et voilà, Mm. et pas forcément aller plus loin de savoir quel est le nom du producteur et quel a été le process et ce genre de points qui nous intéressent peut-être nous plus que d'autres. Mm. Alors, j'ai réservé un mini quiz de fin que je viens de Ah, faire rien que pour toi, mais je pense que je vais l'utiliser pour d'autres. Euh, j'ai une question à poser, mais peut-être que toi, tu as envie de rajouter des choses avant qu'on arrive au mini quiz et que tu nous parles peut-être de l'actualité du filtre. oui. Bah alors l'actualité du filtre, ça dépend de mon temps. Parce que je rappelle, je fais ça à côté de mon travail. Donc au niveau de l'actualité, ça va toujours être des interviews. Là, comme je te disais, les prochains que j'essaie d'avoir, c'est La Palma y El Toucan en Colombie que je trouvais super intéressant. J'ai adoré leur café que j'ai goûté torréfié par Sumo Coffee en Irlande, qui était vraiment super. Après, il y a plein de sujets. J'ai toujours plein de sujets que j'ai en tête. Voilà, en fait, l'actualité du filtre, elle se fait aussi un peu au hasard, justement, des rencontres et de mon temps libre. Mais en tout cas, l'idée, elle sera toujours, si tu veux, ça c'est vraiment quelque chose de fondateur pour le filtre, c'est vraiment d'aller voir les gens, de poser les questions, de faire des interviews et d'essayer de faire en sorte qu'elles soient le plus qualitatives possible et qu'elles racontent quelque chose en fait. Voilà, c'est pas de faire une interview pour dire de faire une interview, c'est que ça, j'aimerais bien que dans le futur, il y ait de plus en plus ça, que ça se voit en fait que qu'on raconte vraiment quelque chose. Bah, je crois que c'est déjà le cas. Enfin, je veux dire, je sais pas, Mon moi, rêve, quand je lis le c'est filtre, je sens que ça va assez loin dans le côté personnalisé des interviews et du contenu qui en ressort. Ouais. bah, on essaye, je trouve ça intéressant. Quand j'ai lancé ça, je voulais, enfin, quelque part, ma seule ambition, c'est qu'on se retourne un jour avec toutes les interviews du filtre, qu'on se dit, bah voilà, en fait, le café de spécialité, justement, c'est tout ça. Voilà, c'est toutes ces Mm. personnes-là, c'est toutes ces histoires-là, et c'est tout ça qui fait le café de spécialité. Cool. Mais si ça se voit, tant mieux, c'est cool. Bon, alors, bon, on en arrive au mini-quiz alors. Ok. Ok, tu verras, c'est pas grand-chose, hein, mais en fait, c'est très tendance, j'ai envie de dire, parce que je vais simplement te dire tu préfères ci ou tu préfères ça, tu me dis ce que tu préfères et peut-être t'expliquer un peu pourquoi. Ok. Mais ce côté un peu très duel, c'est quelque chose qui est, en fait, qui a été, c'est un peu l'approche de Caféine Magazine, du podcast. Et j'ai vu ça aussi chez Or, justement, ils ont fait un truc en story qui est exactement ça aujourd'hui. Donc, my apology, c'est pas que je copie-colle, mais j'avais aussi pensé ce matin et je trouve ça assez fun comme approche. Euh, donc voilà. Donc le premier, c'était t'es plutôt lavé ou naturel? J'étais très lavé au début parce que je trouvais que c'était c'était beaucoup plus tranché en fait sur le goût et plus ça va et plus je deviens attiré par les cafés naturels. Ok. Et quoi, pourquoi? Parce que ton palais se développe ou parce que tu changes un peu d'avis ou tu découvres des meilleurs cafés, peut-être? J'en sais rien, hein. Parce que ouais, je découvre et puis c'est aussi des sensations qui sont différentes et que je commence à préférer au café très tranché qui était alors il y a des lavés qui sont vraiment magnifiques, voilà c'est pas la question mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai
je vais être plus attiré par un café naturel. Si tu m'en proposes deux, par exemple. Voilà. Ok. Alors, t'es plutôt flat white ou cappuccino? Si vraiment t'es forcé à prendre du lait dans ton café, je sais pas. Ah, Peut-être que t'en bois avec du lait, hein, je sais pas. je suis vraiment aucun des deux. Tu sais qu'en fait, ça s'appelle le filtre parce que vraiment, je ne vois que des filtres, en fait. Et Ouais, mais attends, moi, ça m'arrive parfois, ok, guilty pleasure, confession sur Instagram, ça m'arrive de rallonger une fin de filtre avec du lait végétal. J'adore ça, mais voilà. allez, flat white. Flat white. Et pourquoi? À première vue. Je ne sais pas du tout. Franchement, c'est vraiment pour te donner une réponse. Parce que je te jure, Parce que ça sonne plus trendy, quoi. Ok. on va dire ça comme ça. Mais je crois vraiment que la dernière fois que j'ai commandé, sauf quand je vais chez Substance Café où je prends un espresso, sinon je pense que la dernière fois que j'ai commandé autre chose qu'un café filtre dans un coffee shop, déjà quand on allait encore dans des coffee shops, ça remonte à très très longtemps. Ouais. Alors, t'es plutôt geisha ou pink bourbon? Euh, c'est très marrant le pink bourbon parce qu'on m'a dit il y a pas longtemps, c'est Dayo qui m'a dit ça, que c'était peut-être pas du bourbon. Voilà. Et alors j'en ai goûté un très bon. Par contre, j'en ai goûté un très bon chez Perla Negra, qui est un torréfacteur français, et c'était vraiment super bon. Donc je dirais celui-là. Pink bourbon. Ouais. Ok. Alors, bon, ben, ça, c'est la question piège, mais t'en as parlé. Tu serais plutôt Kopi Luwak ou Bourbon Pointu? Je serais plutôt, pardon? Kopi Luwak ou Bourbon Pointu? Ouais, Bourbon pointu du coup. J'ai fait une interview de quelqu'un qui faisait du Bourbon pointu parce que l'histoire m'intéressait et j'en ai jamais goûté. Donc allons-y. Bah écoute, pour revenir encore à ça, moi j'en ai jamais goûté, c'est vrai que je suis très sceptique, mais le Kopi Luwak c'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer total, total. Non, non, mais au niveau exploitation des animaux, cruauté, Ouais. en fait c'est même relativement une fausse tradition qui a émergé il y a une vingtaine d'années, avec tout un narratif autour pour vendre le café très très cher. C'est l'enfer. Et donc le podcast que j'ai mentionné 10 fois aujourd'hui en parle aussi et ça m'a vraiment rassuré sur tout ce que j'ai pu voir là-dessus et sur le fait que c'est vraiment le plus gros hoax dans l'industrie du café de commodité en général. Ouais. Donc voilà. Anyway, donc c'est un peu une question inutile. Alors, t'es plutôt café chaud ou café tiède? Je suis café tiède et j'adorerais un jour faire que mes cafés chauds soient aussi bons que mes cafés qui refroidissent. Ah ouais, ok, très bien. Ouais, surtout les filtres évidemment. Et alors dernière question, je sais pas si c'est très bien à taper aussi. Est-ce que t'es plutôt déca ou sucre? Euh, Plutôt déca que sucre. Voilà. Et mais t'as déjà goûté des bons décas parce que le déca évolue aussi, hein. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de. Ouais, et ben en fait j'ai goûté parce que ma copine voulait en goûter un, j'en ai acheté un justement chez Perla Negra, ce même torréfacteur dont je parlais tout à l'heure, et c'était vraiment très très cool. J'avais goûté aussi ceux de Swiss Water, et ouais, voilà, je trouve que c'est intéressant en fait, hein. Ouais. Ouais, ouais, il y a beaucoup. Enfin, moi, c'est un monde que je découvre. C'est pas que je mette des enquêtes, mais je revire un peu de mon opinion là-dessus. Et ça m'arrive de boire du déca et d'avoir beaucoup de plaisir à boire du déca grâce un Ouais. peu aux innovations. Ok, bah écoute, voilà, on arrive gentiment à la fin de ce direct. Bah écoute, merci de m'avoir invité. J'espère que c'était cool. Bah ouais, à fond, bah, grand plaisir. Et donc, bah, voilà, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous inscrire en fait à ta newsletter. En fait, à chaque fois que tu as une nouvelle interview, tu envoies une newsletter tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, je la publie, je vais la publier sur Instagram et je vais envoyer une petite newsletter avec un petit mot pour dire qu'une nouvelle interview est publiée. Donc, c'est lefiltre.fr, Lefiltre.fr, ouais. tout simplement. Ok. Voilà. Bah écoute, Stéphane, merci beaucoup. Je te souhaite Bah, une merci bonne à toi. soirée. Et je pense que dès qu'on peut un peu circuler, je passerai bien à Lille faire un coucou parce que là, il se Ouais, passe beaucoup de choses et ça fait trop longtemps que j'ai bah pas été oui, à Lille. exactement. Et ben, Donc voilà. avec plaisir, on pourrait aller on pourrait aller voir Dayo chez Café Moula. Exactement, trop bien. Eh ben, on se fait ça un de ces quatre. Ça marche, avec Ok. plaisir. À bientôt. Bon, ben ouais, Ciao. bonne Salut. soirée. Ciao.